Super. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci avec Nora Asseval pour parler des contes soufis de la tradition populaire. Nora, déjà merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je remercie au passage Samira Toulagui qui nous a mis en relation. Samira est à la tête d'une association qui s'appelle Pépites d'étoiles, une très belle association qui encourage l'empowerment des femmes. Donc, je la remercie au passage. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement Femmes et Diversité qui porte justement cette activité mensuelle, ce club littéraire. Puis, je commencerai avec la première question. Alors, Femmes et Diversité, c'est une association que j'ai créée en novembre 2019 et qui a pour but de valoriser le prisme du féminin et de la diversité dans nos sociétés à travers des outils de communication qu'on réalise et qu'on produit. Alors, on travaille sur 3 axes essentiellement. Le premier axe, c'est un film documentaire qui s'appelle Franco-Maghrébine, portrait d'une nation française, qui a pour but de proposer un changement de regard sur la population de culture musulmane en France à travers les femmes franco-maghrébines. Donc, on va sortir le premier 26 minutes à l'automne 2021, Inch'Allah. La deuxième partie, donc le but évidemment, c'est d'aborder la question de l'identité dans ce film, de la transmission, le rôle du féminin et de le présenter à un public large, mais aussi assez spécifique, puisqu'on a pour ambition d'aller à la rencontre de la jeunesse. Parce qu'il y a un travail, je pense, de transmission à faire à ce niveau-là. Le deuxième axe, c'est une collection de portraits de femmes inspirantes de toutes les diversités. Donc là, on sort du prisme franco-maghrébin. Et puis, donc, des petites capsules d'inspiration au féminin. Et puis, le troisième axe, c'est des rencontres, des paroles de femmes qu'on a lancées à travers ce book club. Et l'idée, c'est de mettre en lumière chaque mois une écrivaine qui nous inspire, qui nous enchante, qui nous interroge et aborder, en fait, pendant ce temps de parole, des thématiques qui nous touchent en tant que femmes. Alors moi, j'ai voulu que ce club littéraire soit féminin, puisque les femmes sont énormément sollicitées. Elles ont une charge mentale peut-être que le masculin n'a pas, puis en plus c'est en lien avec l'objet de l'association qui est de valoriser le féminin. Donc c'est la raison pour laquelle je souhaite que ce cercle littéraire reste féminin, même s'il y a un grand intérêt de la jante masculine. Alors Nora, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui avec nous. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre et à t'écouter sur ta chaîne YouTube que j'ai retranscrit lors de la promotion de ton ouvrage. Parce que finalement, cette collection de contes que tu nous offres nous permet à tous, enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder avec mes enfants par exemple, et à avoir ce genre de discussion sur la sagesse qui nous habite tous et qu'on arrive à réactiver grâce justement à ce genre de contes. J'aime beaucoup ce que tu écris en page 12 par exemple. Chaque histoire est une poésie du cœur. Un conte, c'est une forme de méditation, j'ai l'impression en tout cas. Et dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles de toi. Comment est-ce qu'on devient conteuse et comment es-tu devenue conteuse? Oui, bonjour Leïla. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toutes les personnes présentes en ce moment. Et merci pour celles qui vont marquer un intérêt en écoutant cette rencontre un peu plus tard. La première des questions, c'est comment je suis devenue conteuse. Ben, je répondrai que je n'en sais rien. Et je reste convaincue que l'on ne devient pas conteur, que l'on est conteur. De cela, je suis convaincue. Et dans chaque société, il y a un conteur qui va naître et qui va avoir la mémoire du récit, qui va retenir les histoires et qui va les transmettre. Tout le monde ne peut pas retenir les histoires et tout le monde ne peut pas transmettre. C'est ce que j'ai compris avec le temps. Hein. Et on n'est pas conteur à 20 ans, on est conteur quand on a vécu, qu'on a une certaine maturité. Donc, dans mon enfance, je suis née sur les hauts plateaux de Tiaret. Je suis née d'un père pied noir et d'une mère arabe. Donc, j'ai appris
les deux langues en même temps, le français et l'arabe. Donc, je parle la langue de ma mère et la langue de mon père. Là, je pense à Leïla Sebar, la romancière qui a écrit « Je ne parle pas la langue de mon père ». Donc, j'ai beaucoup de chance de parler les deux langues de mes parents. Et c'est dans mon enfance à la campagne tousninienne que j'ai retenu sans le savoir tous les récits ou une bonne partie des récits qui m'ont été racontés dans cet univers rural des hauts plateaux de Tiaret dans le sud-ouest de l'Algérie. Et après, c'est le destin. Après, à l'âge de 40 ans, un jour, on m'a dit, ce serait trop long à raconter, mais à une occasion, moi, j'ai fait mes études de lettres tard. Hein. J'ai été d'abord infirmière, j'ai travaillé, élevé mes enfants. Et puis un jour, j'ai dit, mais non, je ne suis pas faite seulement pour ça. Je suis faite aussi pour la littérature. Et donc, je n'ai pas hésité. Et comme les héros de mes contes, courageusement, je suis allée à l'université tout en travaillant, tout en élevant mes enfants. Et j'ai poursuivi des études de lettres. J'ai commencé à 35 ans et à la quarantaine à peu près, un jour, dans un amphi à l'université, j'ai dit un conte. C'était lors d'un atelier, je passe les détails. Et mon professeur Jean Perrault, celui qui a créé le Centre de littérature de jeunesse à Aubonne, il s'appelle Perrault, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. D'accord. L'Institut qu'il a créé s'appelle Charles Perrault, parce que Charles Perrault, il est considéré comme étant le premier écrivain de jeunesse. Il m'a dit, mais Madame Asseval, vous êtes conteuse. Et j'ai dit, mais non, mais pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Et puis après, j'ai compris qu'effectivement, on m'a reconnue comme telle. Voilà, on m'a reconnue comme telle. Et j'ai commencé à raconter à un public extérieur à ma famille, très, très difficilement. Et puis maintenant, ça va mieux. Voilà, c'est un long cheminement, une longue histoire de vie que d'être conteur. Donc finalement, c'est une profession qui vous a choisi. Oui, c'est une condition parce que les conteurs ne sont pas des professionnels, les femmes, hein, en général, elles ne sont pas professionnelles. Bon, en Europe, là, en France, je le suis devenue, hein, mais dans la tradition, la femme transmet à sa famille, transmet à ses enfants, transmet à son groupe, mais elle n'est pas professionnelle, elle n'est pas considérée comme professionnelle, elle est considérée comme porteuse de mémoire. Et c'est elle qui, par ses mots, par sa parole, va transmettre les valeurs d'un groupe à travers ses récits. Eh bien, justement, on va parler de transmission. J'avais une question par rapport à ça. C'est vrai que le principe d'oralité, c'est très marqué dans la tradition berbère, nomade, on va dire, berbère nomade. Et elle est très bien illustrée dans un film de Fatima Sissani qui s'appelle La langue de Zahra. Je ne sais pas si tu la connais, où en fait elle met en lumière l'éloquence et la poésie de sa mère au quotidien, dans son quotidien, lorsqu'elle fait la cuisine, lorsqu'elle est dans son appartement. Il y a une profondeur en fait de cette parole qui s'exprime à travers des mots qui ont l'air simples, mais c'est très poétique et c'est très subtil. Est-ce que tu dirais que cette transmission elle permet de consolider les liens sociaux dans ces structures familiales? Et est-ce que la transmission qui est dans ton cas, c'est faite par la mère, est-ce que c'est quelque chose de traditionnel, de traditionnellement fait par les femmes, ou est-ce que c'est une tradition qui se fait par les hommes? Alors, plusieurs questions dans cette question. Effectivement, la littérature orale dans les milieux maghrébins, et d'ailleurs je dirais même dans le monde, hein, dans les milieux maghrébins, et chez les nomades, qu'ils soient berbérophones ou arabophones, dans les traditions anciennes, se fait oralement, tout se fait oralement. Même si les gens savent lire, parce que en général, les gens dans le Maghreb, tous les gens étaient lettrés, parce qu'il fallait au moins savoir lire le Coran, hein, déjà. Eh bien, malgré tout, la transmission est orale, et c'est surtout la femme qui est porteuse de mémoire et porteuse de cette parole. Mais cela ne signifie pas que l'homme ne transmet pas. L'homme transmet aussi, mais il ne va pas transmettre les mêmes choses. Hein. Il ne va pas transmettre les mêmes choses. L'homme va transmettre, on va dire, des récits beaucoup plus courts, de sagesse et liés à, on va dire, à la spiritualité. La femme peut transmettre cela aussi,
mais elle va être beaucoup plus forte. Elle va transmettre les récits qui sont très profonds et très lents et très longs aussi, et qui sont liés aux contes merveilleux, qui ont une fonction initiatique. Le héros part et il va rencontrer beaucoup d'obstacles et il revient toujours dans son groupe pour transmettre ce qu'il a reçu. En général, c'est toujours, je ne sais pas, le fils d'un pauvre ou d'un paysan et qui va finir par être sultan. Et dans cette dimension initiatique, la mère va transmettre la notion du courage, la notion de l'effort et bien d'autres choses. Et il y a une autre de tes questions qui m'échappe là, parce que comme il y avait plusieurs, donc on a parlé donc de la dimension. La transmission par la femme, et est-ce que cela, à ton avis, permet de consolider les liens sociaux, surtout pour une peuplade, on va dire, nomade? Et les nomades sont très liés. Ils bougent peut-être, mais ils ont des liens sociaux très, très renforcés. Je le sais puisque ma grand-mère et ma mère même sont nées sous une tente. Ma mère est née sous une tente, ma grand-mère aussi. Et ma tribu maternelle était des nomades transhumants. Ce n'est pas les grands nomades du Sud, mais c'est les nomades transhumants qui vont du nord vers le sud en hiver et qui, en hiver, et qui l'été vont venir vers le nord parce qu'il y a beaucoup plus de fraîcheur. D'ailleurs, mon mémoire de maîtrise de lettres, je l'ai présenté sur ces contes entre le sud et le nord. Et comment les contes transmettent autre chose que le côté initiatique. C'est aussi le changement de civilisation entre le monde nomade et le monde sédentaire. Et les liens sociaux, eh bien évidemment, depuis l'enfance, on apprend à un enfant qu'il est dans un groupe, qu'il fait partie d'un groupe, qu'il fait partie d'une langue, qu'il fait partie d'une culture et même d'une civilisation. Et en plus de cette appartenance au groupe qui est lié, donc, qui a pour lien le conte, entre autres, il y a aussi le reste, il y a aussi l'appartenance à un groupe beaucoup plus élargi. Voilà. Et ça crée les liens entre les groupes, c'est évident. La poésie, le conte, tous ces récits. C'est sûr. Et les épopées et les légendes. Et en fait, en quelque sorte, lorsqu'un conte est lu, ça permet aussi la conscientisation de sa condition. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que le conte permet aux jeunes de prendre conscience de son environnement, de son cadre social, de sa réalité finalement, et permet en fait à la conscience d'émerger finalement. Oui, tout à fait. Et ça le renforce dans son groupe, et ça le renforce dans sa culture, et ça le renforce aussi dans sa langue. La langue, parce que raconter une histoire, parce que c'est pas une lecture, c'est une narration. Et cette narration se fait avec des mots. Et même si ce sont des mots, si c'est de la prose, même si c'est de la prose, si ce sont des mots de tous les jours, attention, le conteur a un langage élaboré et structuré. Et il est conscient de toute la symbolique qu'il va transmettre à travers son récit. Il y a toute une symbolique, il y a des clins d'œil, on n'a pas besoin de les expliquer. J'aime bien raconter cette anecdote un jour, une conteuse qui me racontait, tout à l'heure Martine parlait de la dimension universelle. Et une conteuse un jour était en train de me raconter la version de Blanche-Neige algérienne. Cette version, elle a pour titre Bzim Telfadla, fibule d'argent, une fibule. Et à un moment donné, dans une grotte où il y a les 7 tolbas qui sont tous des nains, c'est les 7 nains, les 7 tolbas vivent dans une grotte. C'est là où la fibule d'argent, Bzim Telfadla, va arriver chez eux. Ils vont l'accueillir et elle va trouver une poule et une chatte qui vivent avec les tolbas. Et la poule et la chatte font le ménage, font à manger et elles vont créer un lien. Et la poule et la chatte vont lui dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu vivras avec nous, tu t'occuperas du ménage et de la cuisine, d'accord, mais tu partageras tout avec nous. Tout
tout ce que tu mangeras, tout ce que tu feras. Et la conteuse m'a regardée et elle m'a dit, je suppose que tu as compris que ce n'est pas une vraie poule et une vraie chatte. Donc, vous voyez, ça se raconte aux enfants, les enfants vont voir une poule, une chatte, mais la conteuse, même si elle ne sait pas lire et écrire, elle est lettrée. Il ne faut pas confondre quelqu'un qui est analphabète avec quelqu'un qui est illettré. Les gens, grâce aux contes, grâce à la poésie, à la littérature orale, sont des lettrés. Ils savent, ils connaissent les allusions, les proverbes, les devinettes. Ils parlent par allusion, par énigme et de manière versifiée. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Vraiment très intéressant. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je t'en prie. Il faut réactiver. Le son. Voilà. Voilà. Oui, par rapport à la position sociale des femmes, moi je voudrais évoquer ce livre-là, parce qu'il évoque des choses qui m'ont pas choqué, mais étonné, parce que Nora a conté certains de ses contes au public, et ça présente des choses de l'intimité des femmes qui culturellement surprennent, particulièrement pour la culture musulmane. Donc, je ne sais pas, Nora, peut-être tu pourrais nous dire, en fait, elles se racontent ces choses entre elles, j'imagine, et ça donne du lien entre les femmes. C'est une petite complicité qu'elles ont entre elles, et souvent pour se moquer un peu des hommes. N'est-ce pas, Nora? Là, on est loin des contes soufis. C'est vrai que j'ai publié les contes libertins, hein, les contes libertins du Maghreb. J'ai longtemps hésité. Après 20 ans, j'ai dit, mais non, il faut les publier parce que sinon ils vont se perdre. Et j'ai pris surtout conscience que la fonction de ces contes, elle n'était ni sexuelle ni érotique. La fonction de ce conte, c'était la protestation féminine. Ce sont des contes dits par des féministes, des femmes qui protestent contre peut-être l'abus de certains pouvoirs. Hein. Et à travers ces contes, tout ce qu'elles veulent dire aux hommes, on n'a pas besoin d'être enfermé et surveillé pour être fidèle. C'est quand même réclamer sa liberté en disant cela. Donc, elles ont, comme c'est les femmes qui détiennent le plus fort de la parole, grâce à l'imaginaire, elles ont inventé des petites histoires et ces petites histoires envoient des messages aux hommes qui ont une attitude abusive. Oui, et je pense que dans ces contes que j'ai aussi, on sent aussi toute l'intelligence et la finesse du féminin pour justement déconstruire ou s'insurger contre le patriarcat qu'elles subissent. Donc, à travers leur attitude un peu féline, oui, elles sont beaucoup dans la subtilité, mais ça montre aussi l'intelligence, c'est-à-dire qu'elles savent le cas dans lequel elles sont et elles arrivent à se défaire en fait de cette emprise en usant de subterfuges, de malice, oui, et de ruse. Tout à fait. Tout à fait. Et de beaucoup d'humour. Et beaucoup d'humour, et tout est dit avec l'humour. Et donc là, le message passe mieux. Et alors, ces contes, moi, quand j'ai assisté à des veillées, même les enfants sont acceptés. Et c'est ainsi aussi que les jeunes filles, que les adolescentes se construisent leur conscience féminine et elles apprennent aussi à se défendre. Hein. Et les garçons, moi j'ai vu un jour mon neveu qui devait avoir 12 ou 13 ans, il a assisté à la veillée, mais on a passé une soirée à raconter ces histoires et avec un cousin. Hein, et avec un cousin. Alors lui, il nous en a raconté aussi. Et donc, le lendemain, j'ai vu mon neveu dans le village, donc c'est dans le sud-ouest de l'Algérie, à Mellakou. Et mon neveu, je l'ai vu parler avec des camarades et j'ai voulu savoir ce que pouvaient se raconter des adolescents. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous étiez en train de vous raconter? J'étais loin de me douter
de ce qu'il allait me dire. Et il m'a dit, ah ben, j'étais en train de leur raconter ce que j'ai entendu hier pendant la veillée. Et voilà comment circulent les contes, et voilà comment ils parviennent aux oreilles masculines. Ben, si les femmes se les racontent entre elles, mais elles sont destinées aux hommes, et les hommes finissent par les entendre. Voilà pour ta question, Martine, et crois-moi que c'est une fausse idée de croire qu'il y a une fausse pudeur dans ces sociétés où la femme ne peut pas tout raconter. Au contraire, moi, quand je suis arrivée en France, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de pudeur ici. Oui, non, je pensais pas ça, je disais juste que ça pouvait surprendre. Je dis ça en général parce qu'on m'a souvent posé la question, ah, mais dans un milieu musulman, on raconte ça? Et moi, je me rappelle dans ma jeunesse, quand je suis arrivée en France et quand j'ai travaillé dans l'éducation nationale comme infirmière, j'ai toujours été surprise par les élèves, les adolescentes qui venaient me voir pour prendre la pilule ou pour parler de leurs relations avec leurs amis ou quand elles étaient amoureuses et tout ça. Et je leur demandais si elles en avaient parlé avec leur maman et j'ai toujours été surprise parce qu'elles n'en parlent pas avec les parents. Alors que ce genre de conversation au Maghreb a lieu entre l'adolescente et sa maman. Et ces contes, ça aide beaucoup aussi, il faut le dire. Oui. Ah bah oui. Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, je continue. Sophia, à toi la parole. Il faut désactiver. Alors, Nora, donc, moi j'ai adoré tous les contes, hein. Comme j'ai dit, je suis une fanatique des contes. Et ce qui m'a plu à travers ces contes, c'est leur dimension humaniste, au-delà même de la religion, hein. Bah, après, la religion musulmane, qui se dit une religion quand même tournée vers l'universel. Mais ma question, en fait, c'était, comme ce sont des contes soufis, déjà, parce que moi, je suis issue d'une famille musulmane, mais c'est vrai que la culture soufie, je l'ai découverte par la lecture de poésie, de contes, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on m'a inculqué. Donc, moi, ma question, c'était plutôt ta culture soufie, tu la tires de tes origines, enfin, voilà, de tes origines, ou c'est toi qui l'as découvert à travers… Oui, je vais répondre directement, c'est très facile. Moi, ma culture soufie, je l'ai des origines. Moi, ma mère, ma famille m'ont élevée dans ce sud-ouest de l'Algérie de cette manière. Moi, on ne m'a pas appris forcément à apprendre un verset coranique d'abord. On m'a d'abord, depuis l'enfance, à travers ces petites histoires, on m'a appris l'amour, on m'a appris la tolérance, on m'a appris la compassion. Voilà, c'est comme ça que j'ai été élevée. Et j'ai compris, mais toujours, bien évidemment, toujours avec cette notion de Dieu, de la croyance en Dieu. Et je me suis rendu compte en vieillissant que j'ai baigné dans une culture soufie. Et d'ailleurs, ma mère fait partie d'une tribu qui est en lien avec un saint soufi, Sidi Khaled, des hauts plateaux de Tiaret. Donc. Et j'ai compris que finalement, il y avait le soufisme et il y avait autre chose. Et moi, je me reconnais dans le soufisme. Voilà. Alors, tu viens de… Pardon, excuse-moi, Sophia, vas-y. Non, je disais que je me reconnais aussi totalement dans le soufisme, mais je regrette beaucoup. En tout cas, enfin, moi, j'ai 42 ans et je trouve que c'est quelque chose qui fait partie de notre patrimoine culturel, mais qui est pas assez, enfin, en tout cas, je ne l'ai pas assez ressenti autour de moi, dans ma famille, dans mes traditions familiales. Voilà, malheureusement. Et je trouve qu'il y a autre chose de l'islam qui ressort aujourd'hui, et le soufisme, à travers sa poésie, à travers toutes les valeurs qu'il transmet, n'est pas assez mis en avant, je trouve. C'est dommage. Parce qu'il y a autre chose qui est mis en avant. Oui. Hein. C'est ça qui, on va dire, qui cache la lumière. Voilà.
Et là, je ne veux pas développer parce que ça, on rentrerait dans des dimensions Oui. peut-être plus politiques, mais c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait pour justement peut-être réduire le soufisme au silence. Moi, je vois bien la réaction des gens autour de moi. C'est vrai que les gens ne connaissent pas le soufisme. Les gens le vivent quelquefois sans l'identifier, parce qu'on imagine qu'il y a une seule façon de voir l'islam. Alors qu'il y a d'autres qui œuvrent pour justement cacher cette partie de la spiritualité musulmane. Justement, alors, j'aimerais bien qu'on lise un petit passage de ton conte, Nora, si tu veux bien. Et comme on parlait de compassion et de ce que, voilà, de ces valeurs qui sont que révèle le soufisme ou la démarche soufie, moi je pensais peut-être à la montagne des vieillards ou aux deux maisons. C'est à toi de voir, de me dire page 68 ou page 114. La montagne des vieillards, allez. Ouais, j'aime bien. Un petit passage. Alors, je vais résumer le début hein, avant très beau. La suite. C'était à une époque où la tradition voulait qu'on conduise les vieux sur une montagne et qu'on les y abandonne hein, pour qu'ils meurent, voilà, parce qu'ils étaient devenus grabataires. Et donc voilà qu'un homme, un jour, met son père dans le panier, comme le veut la tradition, et l'emporte jusqu'au sommet de la montagne. Et son fils, un gamin qui devait avoir 7 ou 8 ans, a suivi le père qui emmenait le grand-père là-haut sur la montagne. Et une fois parvenu au sommet de la montagne, tandis que son fils le regardait, l'homme sortit son vieux père du panier et le déposa sur le sol. Au moment de repartir, le jeune garçon dit étonné: « Papa, tu oublies grand-père ?»« Non, mon enfant, grand-père doit rester là. » « Mais pourquoi ? » ?»« C'est ici que meurent les vieux. C'est la loi, c'est notre coutume. » L'enfant a écouté attentivement les expressions de son père et il lui a dit d'un air pensif: « Mais papa, pourquoi as-tu laissé le panier ? » ?»« Ce n'est pas grave, » a dit l'homme pressé de repartir. « Si, c'est grave, » a répliqué le gamin. « J'en aurai besoin pour te transporter jusqu'ici lorsque tu deviendras vieux. » Ces mots ont fait tressaillir l'homme, qui a réalisé la monstruosité de cette coutume. Il est retourné auprès de son vieux père, l'a remis dans le panier et l'a ramené à la maison. Il a supporté les railleries des autres dans un premier temps et peu à peu son entourage l'a imité. Les vieillards sont demeurés désormais auprès de leur famille jusqu'à la fin de leur jour. On dit que c'est depuis ce temps que les vieillards meurent à la maison entourés des leurs. Ça, c'est ma mère qui me racontait cette histoire. Elle me vient de l'enfance. C'est magnifique parce qu'à travers cette histoire, on sent que le petit est plus conscient peut-être que son père de ces traditions-là. Il y a cette notion aussi de karma, ce qu'on fait à l'autre, et bien tôt ou tard, ça nous arrivera. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de perles de sagesse. Si on parlait tout à l'heure de transmission, eh bien, l'enfant va faire ce qu'il a vu son père faire. Voilà. Et cet enfant a peut-être, en disant « prends le panier », il a créé cette étincelle qui a fait dire à cet homme mais que peut-être cette tradition n'est pas bonne. Parce que finalement, on continue à reproduire ce qu'on nous a appris, mais il faut qu'un jour ou l'autre aussi, quelques-uns s'éveillent et se disent « non, peut-être que ce qu'on nous a appris, même si c'est dans la tradition, ce n'est pas bon ». Ça remet en question aussi les traditions. Tout à fait. Et parfois, lorsqu'on subit une forme d'injustice à cause de la tradition, et j'en sais quelque chose puisque je travaille un petit peu sur ces thématiques avec le film, eh bien effectivement, lorsque la personne, l'adulte, prend conscience d'avoir elle-même vécu cette injustice, eh bien le fait de prendre conscience de quelque chose arrête complètement de transmettre cette injustice. Donc, la conscience est quand même très, très importante pour limiter les dégâts et rendre ce monde finalement plus harmonieux, hein, que ce soit socialement, dans nos familles respectives, etc. La conscience est quand même
est quand même essentiel finalement. Et à travers le conte, c'est un véhicule parfait pour véhiculer justement les prises de conscience. Et les contes nous permettent justement, par la diversité des événements qu'ils relatent, ils nous permettent justement de savoir comment on vit ailleurs, hein, l'ailleurs, et comment d'autres pensent et comment d'autres réagissent. Et c'est ça l'ouverture, hein, l'ouverture des esprits. Et puis, il faut prendre conscience avant de se soigner. Il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience, effectivement. Tout à fait. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Vous êtes bien timide aujourd'hui. Bon, je continue alors. Très bien. Alors moi, je voulais parler de la cosmogonie du conte et du fait que c'est vrai que le conte s'inscrit dans une réalité environnementale, et on voit dans les contes que la présence du divin, on va dire, ou de la conscience divine est très présent, quelque chose qui nous transcende finalement. C'est toujours là en toile de fond. Il y a la notion de clémence, la clémence du divin, la rédemption, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans tes contes. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit passage? Moi, j'ai beaucoup aimé le brigand et le chien assoiffé. C'est un conte qui relate bien cette question oui, de rédemption, de clémence, qui est quelque chose de très présent aussi dans le soufisme. Est-ce que tu pourrais lire un petit passage de ce conte-là? On avait identifié ce deuxième conte. Oui, c'est vrai que dans ce recueil, il y a beaucoup de contes qui parlent de rédemption. Parce que, bon, bien évidemment, ce sont des contes soufis liés à la tradition musulmane, donc à la croyance en Dieu, qui est le rédempteur. Hein. Ré miséricordieux. Alors, le brigand et le chien assoiffé, je résume le début pour ne pas tout lire. C'est un brigand, hein, qui n'avait ni foi ni loi et qui un jour, assoiffé, s'est arrêté devant un puits et a trouvé un chien en train de mourir de soif. Mais c'était très dangereux de descendre dans le puits pour aller chercher l'eau. Donc il est descendu dans le puits, et une fois, pour sauver le chien, pour aller chercher l'eau, parce que lui, il venait justement de sortir du puits après avoir bu, et il a mouillé son linge et il est remonté plusieurs fois pour essorer son linge, donc entre les mâchoires du chien qui a repris vie. Hein. Et à la fraîcheur du soir, le voleur a repris la route avec le chien pour compagnon. Le temps est passé et un jour, ce brigand vagabond a rendu l'âme, il est mort. C'est le destin de chacun. Et une fois au ciel, l'ange l'a invité à entrer au paradis. Dans ce monde où tout voile est levé, l'homme en pleine lucidité sur son passé terrestre s'est étonné. Mais il y a erreur. Ma vie ne fut fondée que sur le pillage, le brigandage, le mensonge et la mystification. Aucune prière ni crainte de Dieu. Je sais, répondit l'ange. Alors je ne mérite pas le paradis? Si, le miséricordieux te l'accorde, car tu as fait un geste d'amour qui a effacé tous tes péchés. Un geste d'amour? Mais je n'ai jamais aimé personne, et quand je souriais à quelqu'un, c'était pour mieux le duper. Cherche encore et tu trouveras. Tu découvriras que ton âme n'était pas aussi noire que tu le crois. Non, je ne vois que des péchés. Et l'ange dit alors, Dieu t'accorde le paradis car un jour tu as eu pitié de l'une de ces faibles créatures. Tu as mis au service d'un simple animal tout ce dont Dieu t'a doté. Toi, l'humain, en sauvant ce chien, tu as sauvé ton âme. Allah yarham li yarham, wallah yahdi li yadlam. Que Dieu aide celui qui secourt son prochain et qui l'empêche et éclaire celui qui accable son prochain. Voilà, ça c'est le paradis qui a été ouvert parce que c'est dans les mystères, hein, c'est dans les mystères de Dieu. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a prié toute sa vie, qui a fait des dons toute sa vie, qui va aller au paradis. Et c'est aussi un brigand
Voilà. Et puis ça dénote aussi la bonté du divin qui est inépuisable, qui est miséricordieux au point de donner le paradis à une âme errante, mais qui a fait une once de bien quand même. Il s'est racheté, c'est la rédemption, il s'est racheté sans le savoir, parce qu'à partir du moment où on le sait, on se dit, tiens, je vais sauver un chien pour aller au paradis, ça ne marche pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Évidemment. Très bien. Nora, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais en ce moment, des projets que tu as en cours, que ce soit tes projets littéraires ou dans une plus large mesure artistique? Voilà, alors, dans l'immédiat, bien évidemment, j'ai toujours un projet. Dans l'immédiat, je prépare un spectacle qui va avoir lieu donc dans la bibliothèque de Manosque le 2 juillet. Et je pars en Haute-Provence en résidence d'écriture 2 mois, presque 2 mois, on va dire 58 jours, pour finir d'écrire une épopée sur laquelle je travaille depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire j'ai collecté dans le Maghreb, nous avons un récit oral, donc c'est l'oralité, d'une épopée, une épopée arabe qu'on appelle Sirt Bnu Hilal, hein, l'épopée des Bnu Hilal, les fils du croissant. Ce sont les Bnu Hilal sont arrivés au Maghreb au XIe siècle et ils ont traversé donc la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et même ils sont arrivés jusqu'en Espagne. Et de cette épopée, il nous reste des fragments, surtout autour d'une femme qui s'appelle Jésia. Jésia la nomade, Jésia la hilalienne, était de grande beauté, mais plus que sa beauté, c'était son esprit. Hein. C'était son esprit que les gens admiraient. Elle était chef de tribu, elle était conseillère, elle faisait partie des sages de la tribu. Donc, j'ai collecté depuis l'an 2000, je collecte des fragments que j'ai cousus, on va dire, j'ai fait un travail de couture pour avoir cette épopée perdue, parce qu'elle a été perdue. En général, cette épopée, dans la tradition des Hilaliens eux-mêmes, les Hilaliens viennent d'Arabie, du Hijaz, ils sont passés par l'Égypte, ensuite la Tunisie et donc jusque, comme je vous l'ai dit, en Espagne. Les Hilaliens avaient un préposé à leur histoire. Un homme, il y avait toujours un homme qui connaissait et qui connaissait l'épopée, qui racontait tous les faits de cette tribu de nomades, leurs exploits, leurs malheurs, leur poésie. Et il la connaissait par cœur. Et à chaque fois qu'on voyage, à chaque fois qu'il y a un autre événement, le conteur va mettre ça en poésie et raconter et transmettre à un autre qui va retenir de mémoire tous les exploits de cette tribu. Et ce récit uni, on va dire en un bloc, a été perdu au Maghreb. Parce que le Maghreb, la partie de ce récit, c'est la Maghriba, c'est la partie du Maghreb, il a été perdu. On trouve très peu de conteurs qui connaissent, très peu, on n'en trouve pratiquement plus. Moi, j'ai eu la chance de trouver une conteuse, d'ailleurs, qui nous a quittés, Allah yarhamha, nous a quittés, ça fait quelques jours, qui connaissait un long fragment de cette épopée autour de Jésia la Hilalienne et son histoire tragique d'amour avec Vieb le Hilalien. Et c'est surtout un témoignage de la vie nomade, parce que les nomades arabes qui sont venus se sont mélangés avec les nomades berbères et ça a donné toutes ces tribus nomades du Maghreb. Donc, je travaille sur l'épopée hilalienne, voilà. Et j'espère qu'il sera publié à la rentrée ou au début de l'année 2022. Et on pourra parler de Jésia la Hilalienne, grande poésie. Moi, j'adore cette épopée parce qu'elle parle des nomades et j'aime beaucoup les nomades. Et c'est très, très poétique. Et justement, il y a toute la tradition des nomades qui sont des gens très fiers et très généreux qui ressort dans cette épopée. C'est de la haute voltige.
Très bien. Bah, on attend ce récit avec impatience et on t'invitera pour en parler lorsqu'il sera sorti. Ce sera un très beau cadeau de Noël d'ailleurs, s'il sort pour la fin de l'année. Je voulais te poser une dernière question. Lorsque tu fais ces recherches, est-ce que tu as besoin d'être physiquement en Algérie pour aller à la rencontre justement de ces personnes? J'imagine des personnes assez âgées, peut-être les grands-parents, les arrière-grands-parents qui ont baigné un petit peu dans cette culture. Est-ce que c'est quelque chose qui se perd, tu trouves, dans les villages reculés d'Algérie ou du Maroc? Je ne sais pas d'ailleurs si tu vas au Maroc. Comment est-ce que tu fais ce travail de collectage de... Oui, merci d'avoir pensé au collectage parce que c'est le plus gros de mon travail. Je collecte, moi je n'ai pas fait anthropologie. Hein. Bon, je n'ai pas fait anthropologie, j'ai fait lettres. Mais j'ai appris sur le terrain. J'ai appris sur le terrain parce que j'ai été consciente qu'il fallait sauvegarder ces récits oraux parce qu'ils allaient se perdre. Et ma première collecte enregistrée a eu lieu en 1988. Et puis ensuite, j'ai interrompu tout ce travail à cause de la décennie noire des 10 ans de terrorisme de 1990 à 2000. Et en 2000, je suis repartie en Algérie et j'ai repris tout ce travail de collectage, mais juste avec ma passion. Juste avec ma passion parce que je ne fais partie d'aucune université ni groupe de recherche. Et j'ai tout sacrifié pour sauvegarder, mais avec amour et passion. J'ai tout sacrifié, mais je n'ai pas l'impression, j'ai beaucoup plus reçu que sacrifié, mais il faut se rendre sur place, il faut rencontrer les gens, il faut montrer patte blanche, il faut leur parler dans la langue. Et moi, comme je parle l'arabe du terroir du sud-ouest, donc j'ai cerné mes collectages sur le sud-ouest et j'ai approfondi ce collectage avec du matériel. Il faut arriver, il faut d'abord préparer le terrain. Vous savez, c'est comme quand on cultive un verger, il faut préparer le verger avant de prendre les fruits. J'ai mis 10 ans, même malgré le terrorisme, de loin, je contactais des correspondants qui allaient voir des conteurs, qui demandaient des comptes. Et petit à petit, on a fini par savoir que Nora, quand elle vient, il faut lui raconter une histoire. On me dit, tu veux un couscous, tu veux des gâteaux? Je dis non, je veux un conte. Et ils ont fini, d'abord ça les faisait rire, ils me disaient, mais enfin, ces histoires anciennes, tu as tout à la télé maintenant et tout. Et je disais, non, non, je veux entendre votre voix et votre histoire. Et ils ont fini maintenant, quand j'arrive là-bas, je suis obligée de collecter parce que tout le monde est heureux de me raconter une histoire. Donc, c'est un travail qui demande une présence, qui demande une disponibilité, qui demande de la générosité, qui demande de l'amitié, qui demande de... Oui, il faut être là-bas, voilà. Il faut être avec les gens, parler comme eux, s'habiller comme eux, rester avec eux. Il ne faut pas aller dans des hôtels de luxe pour ça, hein, croyez-moi. De l'authenticité et de la proximité, oui. L'authenticité, la générosité, le sens de l'hospitalité, la poésie, les femmes qui disent la poésie parce qu'on a créé de l'intimité, qui te mettent le henné sur les mains, qui te reçoivent comme une reine, mais avec beaucoup d'amour et de tendresse. Oui, j'ai beaucoup de chance, oui, oui. Merveilleux, on le ressent en tout cas. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Sophia, je t'en prie, vas-y. Ça y est. Alors, moi, la question est peut-être bête, mais c'est des contes de la tradition orale. Et ma question, en fait, c'était, parce que moi, j'en ai quand même entendu quelques contes en Algérie, puis surtout quand tu parles là, de ces ambiances le soir avec la grand-mère, etc. Là, par contre, je me retrouve. Et il y avait quelque chose de particulier, c'est ces rimes. Ça chantait, la musicalité du conte. Alors, c'est vrai que là, c'est écrit en français. Alors, par exemple, tout à l'heure, quand tu as parlé de Ya'lem ou Yadlem, enfin, il y avait une rime, voilà, c'est exactement comme ça. Et dans toutes, je me disais, mais comment ils font pour se rappeler de toutes ces rimes? Alors, j'ai l'impression, je ne sais pas s'ils les inventaient ou si c'était des choses qui vraiment qui
qui répétaient de leurs anciens. Non, non, mais vous savez que la mémoire orale, c'est depuis l'enfance, ça se construit. Vous savez, l'humanité avant, hein, les élèves des grands philosophes, hein, comme Platon, Socrate et tout ça, ils allaient les mains derrière le dos, hein, et ils écoutaient le maître et hop, ils retenaient tout par cœur, tout par cœur. Et après, on a commencé l'écriture, comment on appelle ça, le mot m'échappe, les livres, pour faire les livres, là, aidez-moi. L'imprimerie, la retranscription. L'imprimerie, eh bien, vous savez, eh bien, tout ça a réduit quand même la mémorisation parce qu'on a un livre, donc on va lire un livre et on n'a pas besoin de le connaître par cœur. Un jour, on m'a raconté qu'un grand savant, un grand écrivain perse a été attaqué, on a volé tous ses livres et il a juré de ne plus voyager sans avoir appris par cœur ses livres. Bon, donc les gens retiennent. Et cette conteuse qui vient de mourir, Al-Haja Zahra, Allah yarhamha, que Dieu l'accueille en son paradis, qui est morte, je suis encore sous l'effet de la douleur parce que je la collecte depuis 20 ans et c'est une bibliothèque qui a brûlé littéralement. Hein. Je suis consciente que je n'ai relevé que 10% de ce qu'elle savait. Et elle m'a raconté, elle m'a dit, mais enfin Nora, tu n'as pas de mémoire. Moi, quand j'ai tissé mes tapis, j'entendais un poème qui pouvait durer 3 minutes, je le retenais par cœur. Donc, c'est un entraînement et c'était dans la tradition. Moi, je sais que j'ai beaucoup plus de mal, mais j'apprends. Je répète et je répète et je répète, surtout pour la geste ilalienne. Il y a beaucoup de poésie que j'aime dire en arabe et que j'ai traduite en français. J'ai essayé d'être plus proche et de garder des rimes, mais pendant 3 heures, j'ai de narration pour dire la geste ilalienne. C'est un travail de mémorisation. Il faut travailler sa mémoire. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps où on entendait quelque chose et on le retenait. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'on est… Avec le numérique, on va passer à une autre mémoire. Oui. C'est encore un changement que l'humanité va traverser et c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Il faut aller de l'avant. Absolument. Une question? Non? Peut-être une remarque. Aïcha. Non, c'est Dalila. Ah, pardon, Dalila. Et puis Aïcha après. En fait, je pensais, je fais juste un lien rapide avec cette mémoire que nos ancêtres avaient et qui nous fait défaut aujourd'hui. Peut-être que c'est aussi dû à la vie qu'on mène, à la charge mentale qu'on peut avoir. Mais il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui ont cette capacité de la mémoire. Et je pense notamment, je sais pas moi, à mes parents. Moi, j'ai une quarantaine d'années maintenant et ma mère ne sait ni lire ni écrire en français. Par contre, elle me fascine, Mon père aussi me fascine par la vivacité d'esprit qu'elle peut avoir et surtout le fait de retenir les choses. C'est comme si c'est par défaut en fait. Comme ils ont le sentiment qu'il leur manque quelque chose, ils ont ce côté, j'ai l'impression que chez eux c'est inné, mais je sens bien que c'est de l'acquis, mais je sais pas, j'avais le sentiment de vouloir faire un petit lien, de corrélation, avec la charge mentale d'aujourd'hui et la société actuelle qui fait que, on a du mal, on est obligé de travailler notre mémoire comme on travaillerait, un muscle tout simplement, quoi. Oui, tout à fait, Dalila. Et c'est vrai que tes parents ont vécu dans la tradition orale, hein. Il faut savoir que s'ils mémorisent, c'est parce qu'ils sont de tradition orale. Moi, je retiens. Et puis bon, les conteurs, pourquoi on est conteur? Parce qu'on a été doté de mémoire. Moi, il suffit que j'entende un conte une fois et il est fixé à jamais. Pas un poème versifié, mais un conte. Oui. Et pas un nom et pas un numéro de téléphone. Ouais, c'est comme ça. Je voulais aussi faire un parallèle. À l'époque, en littéraire, en français, on faisait des commentaires composés et on se posait la question, c'est-à-dire qu'en étudiant certains rythmes, certains champs lexicaux, certaines allitérations, et on se posait vraiment la question de savoir si c'était quelque chose qui était fait exprès par l'auteur ou alors si c'était quelque chose de, c'était un hasard.
Et souvent, en lisant certains textes, des récits ou même des romans, tout simplement, subtilement, on peut ressentir certaines émotions, entendre la sonorité de la nature, par exemple. Et quand on regarde le texte, on voit qu'il y a une certaine allitération, enfin, une allitération des consonnes, des voyelles. Mais bon, je n'ai pas l'impression que c'est fait, que c'est fait exprès. C'est le hasard qui fait que euh, ça apporte un rythme. Je pense notamment à la joute verbale et l'alien. Bon, il y a pas mal de versets, mais je pense qu'il y a aussi pas mal d'heureux hasards qui rythment les récits. Ça, c'est la poésie hein, pour la gestilalienne. Moi, je vois dans ma tribu maternelle, ils sont tous poètes. Hein. Ils communiquent entre eux de manière poétique. Hein. Pas les jeunes qui sont allés à l'école. Mais alors, et attention, hein, la poésie servait aussi à envoyer un message et à ridiculiser quelqu'un ou à faire l'éloge de quelqu'un. Et quand quelqu'un est ridiculisé, croyez-moi que le poème circule des siècles. Et on sait que ce poème a ridiculisé tel homme ou telle femme de telle ou telle tribu. Hein. Et des fois, on envoie des dons au poète pour lui dire, bon, arrête, arrête, je me rends, je te demande pardon, mais arrête ces joutes poétiques qui me ridiculisent. Et ça, j'en ai collecté là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec une conteuse qui pouvait sortir un poème comme ça, facilement, pour faire l'éloge de quelqu'un. Et elle m'a raconté comment un jour, elle a ridiculisé quelqu'un et qui lui a apporté des dons et des cadeaux pour lui dire, allez, tu arrêtes là. Et c'est un entraînement, c'est lié justement à une culture. Et, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu au 18e et 17e siècle en côtoyant ces gens de la campagne. Voilà. Du 18e et 19e siècle de l'Europe, où les gens étaient encore aussi dans la communication verbale en permanence. Aïcha, je te laisse la parole. Oui, merci Nora d'avoir rappelé la richesse des contes dans les langues étrangères. J'ai souvenir d'un témoignage d'une amie qui a pu renouer avec sa langue maternelle grâce aux contes, grâce à la poésie. Et j'aimerais en fait te soumettre la question suivante. Quel conte pourrais-tu conseiller à des adolescents? Parce qu'on dit souvent qu'il est préférable de choisir voilà, le conte que l'on aime et surtout de veiller à choisir pour des adolescents des contes qui sortent du merveilleux. Et moi, ce que je constate, en fait, c'est que les publics maternels de l'enfance s'approprient les contes, voire le lisent face au public. Et ensuite, il y a un moment de silence qui se passe pendant l'adolescence, un détachement. Et moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est vraiment de permettre aux adolescents, en tout cas dans mon cercle professionnel, de pouvoir renouer justement avec le conte. Donc, que pourrais-tu suggérer? Oui, la question s'est posée parce que j'ai travaillé avec les adolescents. Vous savez, quand il y a un conteur qui sait s'y prendre, il peut leur dire une histoire, mais il faut que l'histoire leur parle. Hein. En général, les adolescents aiment les contes où il est question de courage, de bravoure, de défi, et des contes à rebondissement où ça rebondit tout le temps. Il ne faut pas que ce soit le conte mou de Blanche-Neige et des 7 nains, par exemple. Hein. Donc, le style merveilleux, sauf s'il y a des rebondissements et des dimensions justement où il y a un enseignement derrière. Hein. Un adolescent a besoin d'écouter l'histoire, si c'est un garçon, par exemple, l'histoire d'un homme, d'un jeune garçon qui va braver les interdits et qui va peut-être souffrir sur le cheminement, mais qui va réussir à la fin. Donc, c'est assez compliqué. Moi, j'ai beaucoup utilisé un conte auprès des adolescents, une version de Jean de l'Ours. Jean de l'Ours qui, au départ, a montré beaucoup de force et à la fin, ce n'est pas sa force qui l'a aidé, mais l'intelligence. Voilà. Donc, il y a un répertoire à chercher, beaucoup de rebondissements,
de bravoure et de défi pour les adolescents. Et c'est vrai qu'il y a un silence à l'adolescence parce que les adolescents se disent « Oh, bah oui, mais nous, on n'est pas des gamins. » Et c'est un tort. Et c'est un tort, c'est vrai, de croire que les contes sont réservés aux gamins. Mais comme moi, j'ai pas eu de problème quand j'ai raconté aux adolescents. J'ai travaillé dans des lycées où je faisais des séances, notamment de la prévention, pour parler de la violence, hein, contre la violence. Et j'ai beaucoup utilisé cette version de Jean Delours que j'ai pour expliquer qu'à la fin, eux-mêmes, ils déduisent que ça ne sert à rien d'être fort, il vaut mieux être intelligent et humain. C'est tout ce que je peux dire, mais je peux te donner une liste de contes. Je peux les chercher et te les donner. Ou alors de l'humour aussi, hein, de l'humour. Il y a des contes humoristiques aussi qui peuvent captiver les adolescents. Avec plaisir, merci. Ça dépend beaucoup de la personne qui transmet, je crois. Moi, je pense qu'ils sont susceptibles de tout entendre si c'est dit de façon vécue et sensible. Tout à fait. Ça aussi, je suis d'accord avec toi un peu. Mais quand on n'a pas de conteur et qu'on veut qu'ils lisent des contes, mais je suis d'accord avec toi, Martine, parce que quand il y a un conteur, la présence du conteur fait beaucoup. Elle est utile dans ces moments. Ouais. Et je pense que l'adolescent, il est aussi encore dans sa recherche de clore son enfance et il n'est pas encore tout à fait prêt à rentrer dans le monde adulte. Et quel que soit le conte, il y a des messages de cet ordre dans le parcours des héros. C'est souvent des contes pour grandir, quelque part. Donc, c'est beaucoup dans la façon dont c'est amené, je crois, plus que dans le contenu. Parce que moi, j'ai fait avec des publics de lycée professionnel et avec des grandes ados qui n'étaient pas forcément très partantes pour écouter des contes. Et en fin de séance, elles me demandaient d'autres histoires et elles suçaient leur pouce en écoutant les histoires. Donc, mais ça peut passer aussi, à mon avis, par la créativité, leur demander la créativité. En tant que prof, ça m'est arrivé de leur faire raconter des histoires eux-mêmes. Et ça peut après de rebondir. C'est vrai que dans notre société, on a perdu cette notion de rite de passage. C'est vrai que dans toutes les traditions, il y a cette transition qui se fait entre l'âge d'enfant et l'âge adulte. Et ce rite de passage, on l'a perdu dans nos sociétés contemporaines, je veux dire européennes pour généraliser. Est-ce que tu voudrais aborder ça, Nora ? Sur les rites de passage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans des récits où justement on met en avant par le courage, c'est-à-dire on dépasse l'état l'âge de l'enfance ou de l'innocence pour aller affronter sa peur et chercher en soi le courage nécessaire, c'est un rite de passage. Il y a des traditions qui, par exemple, obligent l'enfant à passer une nuit seul au milieu de la forêt en Afrique pour justement dépasser sa peur et devenir un homme. Ou une semaine. Enfin, j'ai entendu parler de ça. Est-ce que tu penses que pour aider Aïcha, eh bien, il faudrait plutôt s'orienter sur des textes qui font référence justement à ces rites de passage qui sont nécessaires à devenir un adulte? C'est exactement ce qu'a dit Martine. Ils sont encore en train de quitter l'enfance pour aller vers le monde adulte. Et en général, les contes, justement tous les contes, notamment les contes de style merveilleux qui ont parcours initiatique, je ne sais pas si vous avez remarqué, au début de l'histoire, c'est toujours une petite fille, un petit garçon, et à la fin, dans l'histoire, on ne nous a pas dit les années qui passent. Et à la fin, hop, cette petite fille, elle va se marier, elle est avec le prince ou le garçon va se marier avec la princesse. Et on se dit, mais dans l'histoire, à aucun moment on nous a dit combien de temps est passé, qu'il a grandi et tout. C'est par un jour vient un jour, par un jour vient un jour. Et je pense que le style merveilleux, dans certains styles merveilleux, où il y a ce passage à travers les épreuves. Hein, les épreuves, il faut toujours passer par des épreuves tout le long de
du récit, le jeune, si c'est un héros, le héros va traverser beaucoup d'épreuves pour enfin aspirer à être roi, par exemple, et à se marier. Après, là, on rentre dans une autre symbolique, mais ils le ressentent, les jeunes. Les jeunes ressentent, hein, ils ressentent qu'à la fin, si c'est un garçon, et quand il rencontre une princesse, c'est l'aboutissement. En fait, c'est sa partie féminine qu'on rencontre, hein, c'est pas… sur le plan symbolique, c'est sa partie féminine. Et même s'ils ne le savent pas intellectuellement, ils le ressentent. Donc, je pense que les styles, avec un parcours initiatique, c'est le parcours qui les fait grandir. Et c'est vrai que les rites, nous les avons perdus, mais dans certaines sociétés, ils demeurent encore. Par exemple, dans la société musulmane, la circoncision est un rite de passage. Par exemple. Tout à fait. Alors, on arrive au terme. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Très bien. Alors, le mot de la fin te revient, Nora. Bon, écoutez, d'abord, merci de ton invite. Merci à tous ceux qui sont présents, hein, qui ont répondu présent, parce que je sais qu'il faut du temps, hein, il faut de l'énergie, hein, que ce n'est pas toujours facile. Et je vous dis à bientôt pour la geste hilalienne. Et la geste hilalienne, ce n'est pas seulement de l'écriture. J'espère aussi avoir l'occasion de la raconter. Ça dure 3 heures, mais on peut faire les 3 heures en 3 soirées. On peut faire aussi en 2 soirées. Et je dis, moi, ce livre que je l'ai collecté, hein, les contes soufis de la tradition populaire, j'ai ajouté de la tradition populaire parce que j'ai voulu que ce soit de la tradition populaire. Ça vient de l'oralité, ça vient du peuple, hein, ça vient de la plupart des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui m'ont raconté ces histoires. Voilà. Et j'insiste sur la dimension universelle. J'insiste que c'est un aspect, de l'islam, hein, qui n'est pas lié à des actes de piété, mais surtout à des valeurs éthiques qui font le fondement de la vie spirituelle et qui exhortent le musulman, parce que c'est des contes liés à l'islam, à vivre une morale universelle, cœur et main tendus vers tout être vivant. Merci Nora. En fait, ce qu'on ressent surtout dans tes récits, c'est que tu es une tisserande. Tu fais un travail de tissage avec la mémoire, pour refaire vivre finalement cette mémoire, pour perdurer cette chaîne de transmission. Et à travers ton travail, qui est un travail fabuleux, tu nous permets de nous reconnecter à notre mémoire collective, à cette sagesse universelle qui dépasse finalement nos différences culturelles, sociales, socio-professionnelles, et qui nous reconnecte finalement à notre humanité. Donc, merci pour ce travail que tu fais. Et on va suivre de près tes prochains ouvrages. Je rappelle que ce livre a été édité aux éditions Almanar, et vous trouverez tous les ouvrages de Nora Asseval avec des jolies illustrations faites par Farid Belkahia, notamment. Un peintre marocain. Et il y en a d'autres, un très très beau livre à découvrir de Nora Asseval. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 1er août avec Jaili Amadou Amal, qui nous parlera des impatientes. On vous attend nombreuses pour cette édition-là. C'est un livre qui traite de la violence du patriarcat dans toutes nos cultures, et en particulier dans la culture africaine, parce qu'elle parle évidemment de ce contexte-là. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents à ce live, et je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition. Merci infiniment Nora pour ce moment de grande sagesse. À très bientôt.